En annonçant sa candidature à un 5e mandat dans un pays verrouillé par son clan, Abdelaziz Bouteflika était à milieu d'imaginer le scénario qui aujourd'hui s'impose à lui. En effet, dès l'annonce de sa volonté de briguer un énième mandat, alors même qu'il est contraint de se déplacer en fauteuil roulant depuis un accident vasculaire cérébral qu'il a amoindri depuis 2013, le président algérien a dû faire face à une fronde populaire grandissante. Alger, la capitale, mais aussi Constantine, Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Annaba, quasiment toutes les villes donc ont mobilisé des milliers de manifestants de tous âges et de tous les corps de métier pour dire stop. Mais dans sa déclaration lue à la télévision d'État ou encore publiée par l'agence de presse officielle, Abdelaziz Bouteflika n'a eu droit qu'à quelques heures tout au plus de répit. Il a pourtant renoncé à briguer un 5e mandat, annoncé des assises nationales ainsi que le report sine-die de la présidentielle. Et vu le nombre d'étudiants qui étaient encore dans les rues des villes suscitées du pays pour la 3e semaine consécutive, il est fort à parier que du président ou du peuple algérien, l'un n'a visiblement pas réussi à bien se faire entendre. Ce plateau essaiera une analyse du cas algérien ainsi que de toutes les influences que ce soulèvement pacifique pourrait avoir sur les pays voisins, mais aussi sur l'Afrique tout entière, tant le continent est traversé par des mobilisations. Algérie, retrait de candidature de Bouteflika et report sine-die de la présidentielle, strict respect de la volonté populaire ou ruse du président. C'est le thème central de l'émission du jour. À tous et à chacun, bonjour et bienvenue. Place au débat. On revient juste après ceci. À nos côtés, aujourd'hui, Dieudonné Lokossou, bonjour. Vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Face à vous, aujourd'hui, Élisée Ribel-Abel-Adjouvi. Bonjour. Bonjour, Johannes Toranou, chers téléspectateurs, bonjour. Voilà, un plaisir de vous avoir aussi. Vous êtes journaliste internationaliste, vous êtes également écrivain de Lokossou. Ma première question est pour vous. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, ou de votre entendement, une telle mobilisation face à la candidature de Abdelaziz Bouteflika? Bon, mais je crois que les Algériens sont matures, ce n'est pas des enfants. Et la Constitution est là. Il faut lire la Constitution. D'abord, je fais un petit retour en arrière, un petit historique. Et après les cas qu'on a connus dans les pays de l'Est, la conférence nationale du Bénin, avec les difficultés qu'a connu le régime Kérékou, et la conférence de la Baule, et tout le monde, tous les pays, du moins africains, sont devenus démocrates. Ils ont changé leur constitution. On a dit qu'on fera 2 mandats. Un mandat renouvelable une seule fois. Une seule fois. Mais c'est ce que avait prévu la constitution algérienne. Mais curieusement, quand Bouteflika, qui a été l'un des hommes historiques de l'histoire en Algérie, il a fait partie des Moudjahidines de 58 à 62, il a participé au combat de libération ou de l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'est des faits qui sont à son actif. Mais à partir de 2013, où il a été candidat, il est dans sa 20e année et dans sa 82e année d'existence. Cloué dans un fauteuil roulant suite à une hémiplégie ou à un AVC, oui. Mais il ne possède plus ses facultés. Je ne dirais pas un unique. C'est comme une pièce de musée. Il ne peut pas diriger le pays. Qui dirige l'Algérie jusqu'à ce jour? Est-ce que c'est Bouteflika? Comment est-ce qu'il sait qu'il est malade? Il n'a plus la réflexion active. Comment peut-il se prévaloir le droit de diriger un pays comme l'Algérie? Est-ce que la Constitution a dit
que quand vous êtes malade, quand vous êtes inapte à la fonction, vous pouvez continuer jusqu'à la mort. Donc moi je pense que c'est une provocation du peuple et le peuple a réagi de façon pacifique. Je salue leur façon de gérer cette crise et qui a brisé la ruse et la rage, si vous voulez. Voilà. Qui a brisé la ruse et la rage parce que, dans un premier temps, depuis son lit de malade, il a dit qu'il maintient sa candidature, il sera élu et il va organiser les assises nationales. Et il ne se présentera plus. C'est prévu par quel texte? Ensuite, lorsque les gens ont continué, la pression est devenue forte, il y renonce. Mais il y renonce sans dire qu'on va organiser les élections alors que son mandat finit vers fin avril. Donc, il y a toujours des interrogations. Voilà. Dieudonné Lokossou, merci pour votre rapport. Élisée Ibn Diovi, le printemps arabe de 2011 a laissé certains pays intacts. Est-ce qu'on peut dire que le printemps arabe algérien est quelque peu différé? Mais je pense qu'on ne peut pas parler exactement de printemps arabe. Vous savez très bien que si l'on va parler géopolitiquement parlant, le printemps arabe est une imposture. Mais comme nous ne sommes pas là pour en parler, je pense que le président Abdelaziz Bouteflika, sa situation me gêne personnellement parce que c'est tout jeune. J'ai vu ce monsieur agir. C'est vraiment un homme de conviction, un homme d'action. Et donc, il faut saluer déjà ça. Vous allez d'ailleurs constater que tous les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui ne parlent pas de Bouteflika, mais ils parlent en fait de l'entourage, quelques 4-5 personnes qui ont pion sur eux, qui gèrent les marchés publics comme ils veulent, et que des marchés publics soit mal réalisés, soit réalisés à moitié. On parlerait peut-être également d'éléphants blancs. Et donc, c'est ce clan-là qui ne veut pas céder, parce que depuis 2013, où il a été victime de cet AVC, c'est fini. Mais il a pu se représenter pour un 4e mandat en 2014, ce qui posait déjà un problème. Maintenant, en 2019, on ne pouvait pas s'attendre qu'il pose sa candidature, surtout que parmi les dossiers de candidature, il y a bien sûr le certificat médical, et le médecin n'est pas allé par 4 chemins pour dire, dans les conditions actuelles de santé, que ce soit physique, mentale, morale, psychologique, le président Abdelaziz Bouteflika n'est plus vraiment en mesure de présider aux destinées de l'Algérie. Donc, à partir de ce moment, il devrait plus y avoir une candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Mais on comprend une fois encore que lorsqu'on parle de démocratie, le pouvoir appartient toujours au peuple et que le peuple est en train de dicter la direction. Alors, Dieudonné Lokossou, malgré l'annonce du retrait de sa candidature, les Algériens sont encore sortis par milliers. Pour la journée de mardi, les Algériens continuent donc de se mobiliser. Selon vous, qu'est-ce que aujourd'hui le peuple algérien réclame que le président n'a pas encore donné, selon vous? Non, mais ça c'est visible, c'est clair. Et les gens ne veulent plus sentir le président algérien, le président Bouteflika, et son clan et son entourage, comme l'a dit mon interface. Les gens n'en veulent plus. Il y a des gens qui n'ont connu que lui depuis 20 ans. Je crois que ça suffit. Et lui-même, il symbolise une classe qui a fait faillite sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, etc., etc. Donc, il n'a plus pignon sur rue, il n'a plus rien à vendre, mais c'est un moribond. Donc, il doit avoir pitié de lui-même, hein, de son corps. Donc, moi, je pense que ce que les Algériens attendent, c'est le renouvellement de la classe politique. Ça,
C'est clair. Alors, est-ce que les termes de la sortie de Bouteflika peuvent effectivement être considérés comme une supercherie, selon vous? D'abord, il est important quand même de rappeler que après 20 ans, c'est tout à fait normal qu'il se repose. Et surtout, avec sa situation de santé, je pense que ça, c'est important, même si l'on sait que Abdelaziz Bouteflika, c'est vraiment l'un des maillons essentiels de l'indépendance de l'Algérie, même si l'on sait également que c'est l'homme de la concorde civile lorsqu'il est parvenu au pouvoir en 1999 et qu'il a su réconcilier les Algériens avec eux-mêmes. C'est l'homme également qui a initié un certain nombre de réformes pour permettre aux islamistes modérés, excusez du peu, de pouvoir rentrer dans la vie sociale à sa réélection en 2004. Et donc, mais aujourd'hui, on se dit que les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Et si l'on regarde la situation actuelle, on sait très clairement que ce qui va calmer le peuple algérien, c'est que après son retrait de la course à la présidentielle, le président Abdelaziz Bouteflika quitte le pouvoir. Pourquoi? Parce que tant qu'il est là, même s'il joue comme un roi, l'entourage va toujours manœuvrer. Et donc, il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est vrai, vous avez posé cette question au début. Si l'Algérie a su maintenir un certain équilibre dans le monde arabe et ne pas tomber dans l'escarcelle de ce printemps arabe que je rappelle est une imposture. Très violent. Oui, c'est parce que justement, vous savez très bien, la manne pétrolière, c'est 98% des exportations de l'Algérie, c'est 58% du budget de l'Algérie, c'est également 28% du produit intérieur brut. Mais cette manne financière qui entre 1999 et 2014 faisait près de 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire, si je veux parler en termes de francs CFA, ça fait près de 500 000 milliards de francs CFA. Au lieu d'investir cela dans la production industrielle, dans une diversification économique, notamment dans le domaine agricole où l'Algérie a vraiment du potentiel, on a investi cela à vraiment calmer la grogne sociale et donc à subventionner les produits de première nécessité. Mais ça, on peut le faire pour un temps. Aujourd'hui, comme le prix du baril a baissé, on est dans une, pas forcément récession, mais la situation économique internationale est très difficile. Donc l'Algérie d'Abdelaziz Bouteflika ne peut plus faire ce qu'elle faisait avant. Et c'est ça qui amène ce que nous avons aujourd'hui avec une jeunesse qui est dépassée par cette perpétuelle attente dans le futur d'un bonheur qui peut-être ne viendra jamais. Donc il faudrait aujourd'hui qu'après avoir retiré sa candidature de la course à la présidentielle, que le président Abdelaziz Bouteflika finalement quitte le pouvoir. Et je pense que le mouvement de vendredi prochain, du 15 mars, après les mouvements du 22 février, 1er mars, 8 mars, ce quatrième mouvement sera très décisif. Et moi, j'ai vu régulièrement, les dimanches apparemment, à chaque fois, il y avait une décision de la part du président Abdelaziz Bouteflika. J'espère qu'en fin de cette semaine, il y aura vraiment cette annonce qu'attend tout un peuple. Alors, Dieudonné Lokosso, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un risque de voir la faillite de l'État? Est-ce que ce n'est pas utile que Bouteflika reste en place de façon à asseoir cette transition-là? Est-ce que, je dirais, le nouvel Algérie, ou cette nouvelle Algérie que tout le monde attend, est-ce que ce pays-là a besoin forcément du départ à l'instant d'un Bouteflika avant de se faire? Comme l'a dit quelqu'un, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Voilà quelqu'un qui est croulant, inapte à la fonction. Mais c'est une fonction suprême. On ne peut pas mettre un malade. C'est comme on confie le pays à un fou. Donc, moi je crois que, en toute humilité, il doit pouvoir organiser les élections conformément à la Constitution, ce qui est prévu, et parti sagement, dans la sagesse. Autrement dit, mais tout ce qu'il dit, il est versatile. Les gens n'y croient pas. Les gens
il a perdu la confiance du peuple. Vous savez, il y avait 3 façons d'accéder au pouvoir. Les coups d'État militaires, le vote constitutionnel et la rue. Mais lorsque toutes les issues sont bouchées, aujourd'hui, on ne parle plus de coups d'État militaires. Quand bien par moment, certains pays font la tête. Vous avez vu, au Burkina, c'est la rue qui a fait partie de Blaise Compaoré. Oh oui. Et est-ce que c'est normal que les gens violent consciemment la Constitution et que, au lieu d'aller dans les urnes, et que ce soit la rue qui règle en fin de compte le problème? Donc, la légitimité, les marches de protestation, c'est populaire. Donc, si un président s'accroche, il finit son mandat, ou il instaure une dictature implacable, c'est la rue qui règle. Donc, la rue aussi, c'est pas antidémocratique. C'est celui qui est au pouvoir qui viole la Constitution, qui appelle le peuple à son secours pour le dégager de là. Et moi, je soutiens entièrement les Algériens, que ce soit les jeunes ou les vieux, ils sont ensemble et ils ne font pas la violence. Ils n'ont rien cassé, mais leur exigence fondamentale, c'est le départ du président. Il n'a plus à proroger son mandat sine die. Il va organiser. Mais c'est ce que les gens refusent, que de façon malhabile, il veut instaurer. Il veut rester. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Quelqu'un qui a fait l'histoire, il ne faut pas qu'il tombe dans la poubelle de l'histoire. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il quitte là où il est là. L'heure a sonné pour qu'il s'en aille. Voilà. Quand la prochaine présidentielle aura-t-elle lieu et selon vous, comment faire pour garantir le changement que réclament aujourd'hui les manifestants depuis au moins 3 semaines? Oui, vous savez très bien que le nouveau Premier ministre qui a remplacé le très impopulaire Ahmed Ouyaya a dit clairement qu'avant la fin de l'année 2019, mais ce qui est important actuellement, c'est qu'il faut... Je ne suis pas convaincu qu'à l'étape actuelle, on puisse aller aux élections telles que ça se passe. Parce que c'est quand même l'Algérie. C'est l'Algérie qui, à son sud, a la crise sahélo-sahélienne avec Boko Haram et tout ce que vous savez. Du côté de l'Est, le chaos libyen, sans oublier la Tunisie qui fait face au mouvement extrémiste. Et même à l'intérieur de l'Algérie, il y a du problème, même si avec, comment on appelle, la coopération militaire, que ce soit avec la France, que ce soit avec la Tunisie, que ce soit avec l'Égypte, mais aussi les renseignements marocains, l'Algérie est quand même plus ou moins sécurisée. Si on va aux élections telles que ça se passe actuellement, j'ai l'impression qu'il y a un risque. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être l'exemple béninois, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà dans la formation du nouveau gouvernement. Qu'il y ait des gens intègres, des gens sur qui le peuple peut compter, qui forment un gouvernement, qui prépare au plus dans 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas, une conférence nationale. Et cette conférence nationale maintenant donne les directives, que ce soit par rapport au test constitutionnel, que ce soit par rapport à l'organisation de l'élection présidentielle. C'est vrai qu'en décidant de partir et de rester, le président Abdelaziz Bouteflika est complètement dans un acte anticonstitutionnel, puisque la constitution algérienne dit que ce n'est qu'en cas de guerre qu'on peut reporter l'élection, puisque au 18 avril, il doit pouvoir céder le fauteuil présidentiel. Mais on est dans une situation particulière avec une Algérie qui, vaille que vaille, a pu sauver les meubles et ne pas tomber dans l'escarcelle de, comment on appelle, de la violence gratuite, ce qu'on a vu avec le résultat que ça a eu dans le monde arabe. Donc je pense que les tests sont faits pour le peuple et que actuellement aller aux élections dans ces conditions, il pourrait y avoir, le FNL n'est pas tombé, il pourrait y avoir des représailles qui ne seraient pas de nature à sécuriser. Moi je pense que ce que le peuple réclame actuellement, maintenant et tout de suite, c'est que le président Abdelaziz Bouteflika quitte le pouvoir et qu'il y ait des gens, une transition qui vienne, une transition qui prépare
dans les prochains jours, les prochains mois, une conférence nationale inclusive et que l'élection présidentielle ait lieu avant la fin de l'année. Je pense que ce serait le moindre choc pour l'Algérie. Voilà. Dieudonné Lokossou, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de transition, parler de départ d'un État sans tenir compte forcément de la situation géopolitique et géostratégique de l'Algérie qui quand même fait que c'est un pays, on va dire, à cheval entre plusieurs autres, notamment l'insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a-t-il pas un risque que la mobilisation populaire ait des répercussions sur la situation sécuritaire de l'Algérie? Bon, avant de répondre à la question, et j'ai un Algérien qui a dit qu'il faut mettre le FLN devenu le Front National au musée, changer les hommes, changer de nom au FLN et ses hommes. Voilà un mouvement, un parti, un mouvement qui a lutté vaillamment. Parce que l'Algérie, c'est quelqu'un qui a donné l'exemple. C'est comme un peu les Vietnamiens. Alors, donc, mais l'équipe qui est là, au-delà de Bouteflika, a perdu complètement la confiance du peuple. Il n'a aucune légitimité. Mais si on doit tenir compte, effectivement, des pays qui l'entourent, la Libye, où le président a été zigouillé, on sait celui qui a fait ça, et les conséquences dramatiques que nous traversons de subir aujourd'hui. Il y a la Tunisie, c'est un peu l'instabilité, à part le Maroc, et l'Algérie, jusque-là, a gardé vraiment sa sécurité au milieu de cette tempête-là. Alors donc, à partir du moment où vous n'avez plus la confiance du peuple, il serait difficile qu'on proroge Sinélier, là, dire, bon, on va faire les élections. Je partage un peu l'avis de mon interlocuteur. Dans ce brouhaha, il serait difficile vraiment d'aller vite. Mais le peuple en a marre. Et si on ne sait pas faire, on va basculer dans la violence inutile. Et c'est pour cela qu'il faut trouver une formule vraiment consensuelle en dégageant ceux qui ont perdu la confiance populaire. Et s'il doit y avoir une transition, ça doit être une équipe neutre. Une équipe, et ils se connaissent. Et si lui-même, il a changé de Premier ministre, ce n'est pas le Premier ministre seul qui est impopulaire, c'est une équipe. Donc cette équipe-là va faire quoi? Est-ce que c'est pour reconduire la mafia? Non, c'est un problème. Et l'Algérie, c'est l'Afrique. On a dit qu'il fait partie du monde arabe, mais ce qui se passe là-bas doit être un exemple pour les dictateurs que nous avons en Afrique qui veulent rester, s'accrocher au pouvoir et on veut mourir au pouvoir. Mais si on veut mourir au pouvoir, on veut faire le martyr inutile, c'est un choix aussi. Parce que qu'on en arrive à un coup de force, parce que il faut suivre le discours du chef d'état-major. Ça a varié, ça a commencé par varier. Au départ, il y avait un soutien masqué au président. Mais quand je l'ai suivi par la suite, il a dit que l'armée est intimement liée au peuple. Ça veut dire que la confiance qu'il faisait à l'armée a commencé par s'effriter. Voilà. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui aussi une guerre à l'intérieur même du clan de Abdelaziz Bouteflika? On a vu le directeur de campagne qui a été sauté en quelques jours, un nouveau directeur de campagne. On sait qu'il y a des généraux au sein de l'armée algérienne qui se font la guerre. Il y en a qui sont partis à la retraite. Il y en a même un qui est candidaté pour cette élection-là. Est-ce que ce n'est pas aussi une faillite au sein même du FLN et de l'appareil militaire qui a pu être mis en place en Algérie depuis des années? Mais vous savez très bien, lorsque vous êtes un mouvement de libération, il y a un moment où cette étape passe et on passe à autre chose. Donc, plus le pouvoir demeure, il arrive que des impairs se commettent. Et vous voyez le FLN avec son système aujourd'hui politico-militaro-économique
qui pillent les ressources du pays. Donc, dans ces conditions, naturellement, il y a eu beaucoup de personnes qui ne partageaient plus les mêmes convictions que le système en place, qui sont out. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a vraiment une perte de confiance vis-à-vis du FLN qui est au pouvoir. Et dans ces conditions, vous comprenez très bien qu'aujourd'hui, on veille coûte que coûte que le président Abdelaziz Bouteflika quitte le pouvoir. Parce que lorsque lui va quitter, le système va quitter. Avec lui, il restera des gens. Parce que dans le système, on sait, même, excusez du peu, si vous prenez un pays comme le Bénin, lorsqu'on était dans le régime du PRPB, c'est pas tout le monde qui a fait la même chose. Donc on savait très bien, dans tout ce désordre, qui pouvait quand même continuer de représenter quelque chose de crédible. Donc en Algérie, parmi les généraux, parmi les leaders intellectuels du FLN, on sait ceux qui ont quand même gardé une certaine distance avec le pouvoir. Et vous voyez même ceux qui viennent d'être renommés, parce que le Premier ministre, par exemple, Noureddine Bedoui, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, avait eu une position de retrait. Et donc, qu'on ramène aujourd'hui, parce qu'on estime, même pour le directeur de campagne, c'est toujours pour contenter le peuple, parce qu'on estime que c'est des gens qui, à un moment donné, ont pris position. C'est la même chose que l'ancien Premier ministre, Ali Benflis. Donc, c'est des gens qui sont dans le système, mais qui ont compris que ça ne va pas parce qu'un système doit travailler pour le peuple. Donc, aujourd'hui, il est bien possible que s'il s'asseye en tant qu'Algérien, qu'il y ait quand même une concorde civile, pour répéter les termes chers au président Abdelaziz Bouteflika, donc des gens que ce soit du régime et également de l'opposition, parce que la plupart de ceux qui s'opposent aujourd'hui au président Bouteflika, c'est des gens qui ont travaillé avec lui, mais qui n'ont pas été d'accord avec la manière dont le pays était géré. Donc, un gouvernement d'union nationale peut se mettre en place, préparer la conférence nationale très rapidement, dans 1 mois, 2 mois, ou au plus 3 mois, et maintenant préparer le test constitutionnel, faire le référendum constitutionnel, préparer les élections présidentielles pour qu'au plus, en un an, on finisse avec cette histoire. Mais maintenant et tout de suite, et moi je suis persuadé, je ne suis pas sûr qu'on aille à la semaine prochaine avant que le président Abdelaziz Bouteflika quitte le pouvoir. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui la position de la France est une position... on a vu le président Macron qui dit oui, nous avons suivi les propos du président Bouteflika, des propos que nous soutenons, qu'il a écouté la voix populaire, mais nous voudrions que cette transition-là ne s'épilogue pas. Est-ce que la France a beau jeu de se prononcer sur la crise algérienne aujourd'hui? Bon, nous sommes ici pour éclairer les gens. Je vais revenir un peu avant de répondre à votre question. Allez-y. Le poisson pourrit toujours par la tête. Il n'y a pas une démocratie transformée en dictature où on peut identifier des gens bons. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez. Vous ne pouvez pas faire tout le parcours et après dire que vous êtes un saint. Donc, c'est pour dire que en matière de gouvernance, lorsque vous n'êtes pas d'accord, on quitte. En Algérie, il y a des gens qui ont démissionné très tôt. Tout à fait. Donc, on ne peut pas prendre les mêmes hommes pour faire les mêmes choses. Ça va être très difficile. Donc, pour revenir à la France, je pense que la France a beaucoup d'intérêt en Algérie. Il y a beaucoup d'Algériens aussi en France. Et le langage de Macron est un langage diplomatique teinté d'hypocrisie. Comment donc? Alors, vous savez que la France parle en tenant compte des pays. Si c'est dans un autre pays maintenant, on ne dirait pas la même chose. Au Mali, ce n'est pas le même langage qu'on a tenu. On a envoyé des gens pour mater la rébellion. En Côte d'Ivoire, on a vu comment Gbagbo est parti. Donc l'Algérie a un poids sur l'échiquier dans la Méditerranée. L'Algérie a un poids et les intérêts de la France sont des intérêts colossaux. Donc il faut tenir un langage aussi bien pour ne pas mécontenter les
les gens qui protestent, et aussi ménager la susceptibilité de ceux qui sont encore là. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, ce langage-là, ce n'est pas un langage qui améliore quelque chose dans l'évolution de la situation en Algérie. Parce que, bien que le président ait dit qu'il se retire, mais qui lui a dit d'être candidat? Il a visité son État, non? Mais bien qu'il ait dit ça, les mouvements continuent. Et ça va continuer davantage jusqu'à ce qu'il jette l'éponge, officiellement. Voilà. Aujourd'hui, la position de la France, c'est une position, on va dire, diplomatique, effectivement, ou bien, selon vous, les avantages que la France a en Algérie aujourd'hui sont suffisamment lourds pour prendre des gardes avant de parler. On sait qu'il y a par exemple Marine Le Pen qui demande à ce que plus aucun Algérien n'ait des papiers pour arriver en France à cause de la situation qui prévaut aujourd'hui en Algérie, qui pourrait donc faire amener, pourquoi pas, quelques personnes mal intentionnées. Oui, de toutes les manières, vous savez très bien que dans cette crise sociale algérienne, la France porte des gants parce que l'histoire n'est pas aussi éloignée que cela. Vous savez comment l'indépendance de l'Algérie s'est passée dans le sang. Et donc, la France fait attention lorsqu'il s'agit de l'Algérie, puisque à un moment donné, c'était pratiquement l'arrière-cour de Paris, l'Algérie. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas oublier également la coopération militaire entre les deux pays et le fait que, évidemment, il y a une bonne communauté algérienne en France. Et parce que lorsque vous regardez... quand le président Abdelaziz Bouteflika a déposé sa candidature ce fameux dimanche, la France a réagi par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Le Drian, et qui a dit de toutes les manières, il faut que le jeu démocratique s'exprime. Voilà. Donc, et après, une fois encore, le président Abdelaziz Bouteflika dit qu'il retire sa candidature, la France dit qu'il faudrait que la transition ne soit pas longue. Donc vous voyez que dans ce dossier, je pense que la France est frileuse. Et ça peut s'expliquer. Et la diplomatie française n'a jamais été aussi loin de cela. Mais de toutes les manières, c'est aux Algériens, en fin de compte, de décider de ce qui serait de nature à préserver la paix, parce que ils sont sur une corde raide. Il faut faire très très attention. Personnellement, si je vais exprimer un souhait, c'est que vendredi prochain, le mouvement du 15 mars soit le dernier et qui amène le président Abdelaziz Bouteflika à tirer les grandes conclusions et à se retirer tranquillement, et qu'il y ait une transition plus profonde que ce que nous avons là actuellement, qu'il y ait des gens qui sont dignes de confiance. Et quand je dis des gens dignes de confiance, ils ont beau été dans le passé FLN ou non, ils sont algériens, les Algériens se connaissent entre eux, donc qu'il y ait un bon arrimage entre le système qui est en train de partir, mais qui a géré le pays pendant plus de 20 ans. On ne peut pas changer tout de suite. Il faudrait qu'il y ait quand même des gens en qui le peuple a confiance. Et je suis convaincu que si le président Abdelaziz Bouteflika a changé son directeur de campagne, c'est parce qu'il sait que celui qu'il venait de prendre était quelqu'un qui a une certaine cote de popularité. S'il a fait partie également, l'ancien Premier ministre, après avoir décidé de retirer sa candidature, c'est parce qu'il savait qu'il était très impopulaire. Donc le régime cherche toujours les moyens de mieux se repositionner. Et il ne faut pas oublier, actuellement, ce n'est pas en personne le président Abdelaziz Bouteflika qui est en train d'agir, parce qu'il n'en a même plus les capacités. C'est l'entourage qui est en train de travailler à sa place, de parler à sa place, d'écrire à sa place, de déposer la candidature à sa place. Et je pense que le peuple a pris le bon chemin, parce que le pouvoir, en fin de compte, revient au peuple. Et personnellement, une fois encore, je suis très persuadé que d'ici la fin de la semaine, on aura une décision du côté de la présidence algérienne. Voilà. De Nokosou, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour l'Afrique déjà, pour les chefs d'État de l'autre côté? Je veux parler des chefs d'État, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Il y en a quelques-uns, ou même d'Afrique centrale, qui ont des velléités ou qui ont eu des velléités de s'éterniser au pouvoir. Oui, ça existe en Afrique l'Ouest, en Afrique centrale, où on voit des pouvoirs, transfert de pouvoirs dynastiques.
tout ça, c'est anticonstitutionnel. Et ceux qui... Il ne s'agit pas de faire 20 ans. Il s'agit de respecter la Constitution dans son esprit et dans sa lettre. Il ne s'agit pas... Mais, comme l'a dit l'autre, Kérékou, il a dit... On a dit être candidat 2 fois en 5 ans. Et l'âge aussi. Il y a des gens qui ont commencé par toucher ces points focaux de la Constitution, pas notre Constitution, des constitutions en Afrique, dans le désir de rester, hein, de s'atteler. Mais après 10 ans, si votre garçon a 10 ans, mais c'est un honneur. Dieu vous a dit, on a dit, de façon, par les tests et de façon consensuelle, que c'est un mandat 2 fois, 5 ans. Mais on modifie, on change. Mais est-ce que le peuple a si celui qui est là meurt par accident, comme ce qui s'est passé en Éthiopie, je ne le souhaite pas, mais il y aura quand même toujours des gens pour remplacer. C'est un peu ce qui se passe en Algérie. Et le mouvement, malgré la nomination, le remplacement de certains collaborateurs immédiats, mais ça n'a pas apaisé la colère. Au contraire, ça a ravivé les gens. Donc ça doit servir de leçon. C'est pour ça que je dis, soit le pouvoir s'obtient par la voie des urnes, lorsqu'on veut contourner ça, mais le peuple, c'est la souveraineté populaire. C'est un transfert de pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir personnel. Donc la rue aussi fait partie des principes démocratiques. Donc on ne peut pas applaudir un pouvoir antidémocratique, quelqu'un qui instaure la dictature, quelqu'un qui affame le peuple. Mais l'Algérie, c'est un bastion de richesses diverses. Mais pourtant, le peuple souffre. Moi, je suis allé en Algérie 2 fois. Il y a des quartiers, quand vous allez, vous ne saurez même pas que c'est un pays producteur de pétrole. Donc, moi, je crois que nous n'avons pas inventé la démocratie. Ceux qui ont inventé la démocratie, même aux États-Unis, c'est 2 mandats. Et vous disparaissez. Même si vous avez encore l'âge de compétir, même si vous êtes un compétiteur né, vous allez partir. C'est ça la loi, les règles du jeu. Mais lorsqu'on s'évertue à dire c'est elle qui va me remplacer, là on n'est plus en démocratie. Hein? On est en plutocratie ou je ne sais quoi. Donc l'Algérie doit être, le peuple algérien a été toujours combatif. Et aucun peuple ne dort. Ne pensez pas que au Togo, tout près, on a vu. Mais ils n'ont pas atteint l'objectif, mais ils ont donné un signal. Et les peuples ne sont pas les mêmes. Nous sommes différents dans nos comportements. Et quand un peuple se tait pendant un bon moment, lorsqu'il se réveille, c'est la bourrasque, on ne peut plus rattraper. On a vu des pays, notamment en Afrique de l'Ouest, notamment le Togo, on a vu le Burkina Faso aussi, récemment, où les gens sont rentrés dans les rues et ont eu gain de cause, ou parfois au Togo, où on n'a pas réellement pu monnayer le nombre de personnes dans les rues pour le compte de l'opposition politique. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment, je pense au Mali, je pense au Togo, je pense au Burkina Faso, je pense au Bénin aussi, est-ce que ces pays-là ont quelque chose à tirer de la mobilisation en Algérie aujourd'hui, selon vous? Il y a une chose qui est claire, c'est que chaque pays a son histoire, et chaque pays a son mode de fonctionnement. Cela est très important et la manière dont les peuples se comportent ne sont pas forcément identiques. Cela dit,
il faut que les dirigeants, quel que soit là où nous nous trouvons, sachent que c'est le peuple qui a le dernier mot. Et je pense que ça, aucun pouvoir ne doit l'ignorer. Et je pense que les pouvoirs dont vous parlez ne manquent pas de le savoir, parce que la souveraineté vient du peuple. Cela est très clair. Et donc, il est très important également qu'après les conférences nationales que nous avons eues, que nous nous asseyons pour faire le bilan. Parce qu'en fait, il y a un autre problème qui se pose. On nous a imposé de la boule, si nous prenons notamment les pays francophones, des conférences nationales et une démocratie qui va évolue. On peut dire on y est, mais le moment va venir où nous allons faire le bilan et constater, bien évidemment, qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut que nous nous asseyions encore. Parce qu'on a l'impression que l'élite est en haut, on a un gouvernement, on a un parlement, mais que apparemment l'élite ne s'occupe pas de la masse. Complètement déconnectés des réalités du peuple et qu'on en arrive même à ce que, par exemple, c'est un exemple que je donne, sur le continent, des députés qui sont appelés à voter des lois, pour voter ces lois, on est obligé encore peut-être parfois de les corrompre. Mais au même moment, le peuple est dans une paupérisation permanente, manque de l'eau, manque de pistes rurales, manque d'électricité, manque du minimum social commun, si je veux m'exprimer ainsi. Donc, cela pose problème, parce que quelle est cette démocratie qui ne nourrit pas son peuple? Donc, on doit pouvoir s'asseoir, qu'il n'y ait pas une poignée d'individus, une poignée de classes, c'est-à-dire classe politique, ou une poignée d'intellectuels, que ce soit dans l'administration ou dans la sphère politique, qui s'accaparent de 90% du patrimoine national, et c'est les miettes qui tombent au niveau du peuple quand même qui est souverain en dernier ressort. Donc ça, c'est une profonde réflexion que nous devons faire et voir également si notre architecture sociopolitique que nous avons actuellement, que nous avons hérité du colonisateur, est-ce que ça nous permet vraiment de répondre à nos réelles aspirations. J'en finirai quand j'aurais dit que quand je prends un pays comme le Bénin, nous avons connu dans un passé pas très lointain, avant 90, un système, un régime militaro-marxiste. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup d'exactions, beaucoup d'exactions et beaucoup de choses à redire. Mais je continue de dire que lorsque vous avez des hommes qui gèrent, tout ne peut pas être négatif. Et que à chaque fois, cette habitude de jeter et l'eau et le bébé à la fois, c'est dangereux. On ne peut pas construire nos nations dans le déni de justice. Ça ne s'est pas passé comme ça. Dans les autres pays, s'ils se sont développés, ils ont dû faire un consensus et il va falloir que nous nous revoyions, que nous nous asseyions dans nos démocraties africaines, des démocraties nouvelles. Dieudonné Lokossou, est-ce que c'est vraiment le moment de faire table rase ou de faire asseoir tout le monde autour de nos constitutions et de nos tests afin de voir ce qui n'a pas marché et de voir ce qui a corrigé pour redonner pourquoi pas un souffle ou pourquoi pas corriger ce qui se passe, parce que visiblement, et c'est un constat partagé par tous, on a des dirigeants qui sont totalement en déphasage avec les aspirations des personnes qui les ont aidés à accéder à ces postes-là. Tout à fait exact. Et chez nous, nous vivons aussi une sorte de démocratie. Mais lorsqu'on vote les yeux fermés, vous voyez les conséquences. Parce qu'on a demandé aux députés de voter les yeux fermés. Mais lorsque vous votez les yeux fermés et que vous ouvrez les yeux par la suite, vous voyez les dégâts que vous créez. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation délicate. Très délicate. C'est dû à des votes, soit télécommandés, puisqu'il y a une députée qui a eu le courage de dire « Mais pour voter tel, on nous a donné de l'argent. » On a beau dire, mais il ne voit pas. Mais comment quand même, il y a l'odorat. L'odorat de l'argent. Bon, donc moi je crois que faut pas que les dirigeants soient en déphasage avec le peuple. Ils sont le pouvoir, mais c'est le peuple qui transmet le pouvoir. Donc la souveraineté revient et appartient toujours au peuple. Donc tout régime dictatorial finit toujours par tomber dans la poubelle de l'histoire. Je ne souhaite pas ça pour
les pays africains. Merci beaucoup. Vous êtes Dieudonné Lokossou, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA. Grand défenseur des droits de l'homme. Voilà, c'est très important. Grand militant aussi. Vous y avez consacré toute une vie. Face à vous aujourd'hui, Élisée Ribel-Abel Adjovi, journaliste internationaliste, également écrivain. J'ai beaucoup apprécié ces interventions dans le calme et avec une pertinence indiscutable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mes hommages, cher René. Merci beaucoup, voilà. Un très bon débat sur l'Algérie, retraite candidature de Bouteflika et report s'inédit de la présidentielle, strict respect de la volonté populaire aux Russes du président. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre plateau. D'ici là, portez-vous bien.